Bonjour à tous, bienvenue à notre premier webinaire Communication alternative et améliorée. De quoi parle-t-on? Je vois que vous êtes 90 inscrits, donc je vais vous laisser vous connecter tranquillement et nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Donc je me présente, je suis Bénédicte Ducret, directrice communication et RSE à l'ADAPELA. Donc, re-bienvenue à ce webinaire. Communication alternative et améliorée, de quoi parle-t-on? C'est la question qu'on va explorer ensemble ce midi. Donc, on ne part pas du principe que tout le monde connaît la CAA. On sait que parmi vous, nous avons des professionnels de l'ADAPELA qui sont présents, mais aussi des familles, des professionnels du soin, des partenaires. Ce webinaire, il est donc là pour vous donner un premier niveau de compréhension, de partager des exemples concrets et surtout montrer que la CAA, c'est possible, utile pour beaucoup de personnes que l'on accompagne. Nous, ce qu'on vous partage aujourd'hui, c'est le point de vue de la DAPELA, notre façon d'aborder la CAA, qui va être basée sur l'expérience de terrain, sur les pratiques des professionnels de la DAPELA et sur les retours des personnes accompagnées et de leurs familles. On ne prétend pas détenir la vérité ni imposer un modèle unique. L'idée, c'est d'ouvrir déjà une première réflexion, de susciter l'intérêt et donner envie d'aller plus loin. Donc, on ne va pas tout voir en détail, mais on espère que ce temps vous donnera envie d'en savoir plus et surtout d'expérimenter et d'en parler autour de vous. Quelques règles par rapport à ce webinaire pour qu'il y ait un bon déroulement. Vous avez dû voir que le micro et la caméra étaient coupés pour tous les participants. Si vous avez des questions, vous avez le petit onglet QR pour questions-réponses qui est disponible et vous pouvez poser vos questions tout au long du chat. On y répondra en fin de webinaire. Ce webinaire est enregistré, il sera mis à disposition de tous en replay et sur notre chaîne YouTube. Pour toutes vos questions et remarques, on vous remercie de garder un ton respectueux et constructif dans vos messages. Ce sera beaucoup plus facile pour nous de vous répondre. Ce webinaire dure environ 40 minutes avec ce temps de questions-réponses à la fin. Si, vu que nous sommes sur le temps du midi, vous n'avez pas la possibilité de rester plus longtemps, pas de souci, vous aurez tout dans le webinaire, dans le replay, pardon. Quelques mots sur notre association, l'ADAPELA, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes une association parentale qui existe depuis 70 ans et qui défend les droits des personnes en situation de handicap intellectuel, handicap psychique, autistes, polyhandicapés et leurs familles. L'ADAPELA est présent sur tout le territoire national, avec principalement des établissements en Loire-Atlantique, mais aussi des centres de loisirs sur toute la France. Nous accompagnons 4500 personnes en situation de handicap et nous sommes 1900 salariés. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vais donner la parole à Florence Parois qui va pouvoir se présenter et vous en dire plus sur de quoi on parle. Bonjour à tous. Bonjour, je m'appelle Florence Parois. Alors, je suis administratrice de la DAPELA, mais je suis aussi maman d'un jeune homme de presque 22 ans, voilà, qui est autiste, avec troubles de la déficience intellectuelle non oralisant et également avec troubles associés. Alors, ce jeune homme m'a, depuis sa plus tendre enfance, donné beaucoup de fil à retordre pour d'abord susciter son envie de communiquer, quelque chose qui n'est pas naturel ou plutôt fonctionnel chez lui. Beaucoup de défis pour lui permettre de comprendre ce qui allait se passer, y compris dans les minutes qui suivaient. Voilà, avec beaucoup de comportements, il se roulait par terre, et cetera. Et aussi pour capter sa moindre expression, avec au fil du temps, des outils, des stratégies variées, toujours en très étroite collaboration avec tous ceux qui nous ont entourés et accompagnés depuis environ une quinzaine d'années. Alors, avec le recul de toutes ces années, je peux témoigner que la mise en place de la communication alternative et améliorée a vraiment été le socle, la base de tous ces progrès, de tous ces apprentissages, immédiatement en termes de comportement, des progrès éducatifs également pour des apprentissages personnels, pour qu'ils apprennent à faire seuls, des progrès scolaires et enfin socialement, pour qu'on puisse sortir, pour qu'ils puissent prendre les transports, accéder aux loisirs, à des soins et préparer des soins même invasifs. Donc, j'interviens aujourd'hui dans un programme de formation sur les troubles du neurodéveloppement, un programme national qui est piloté en Pays de la Loire par le CREAI, qui s'appelle START, et en particulier sur cette thématique de la communication alternative et améliorée. Alors, Bénédicte l'a dit, hein, l'audience est très variée, donc je vais vous donner quelques principes vraiment très généraux avant de passer la parole aux professionnels de la DAPELA. Alors, la CA, de quoi parle-t-on? Eh bien, la communication alternative et améliorée, c'est tous les moyens
que nous avons à disposition pour améliorer une communication orale qui peut être défaillante, présente, mais qui peut être déformée, ou bien remplacer une communication orale qui est inexistante ou une compréhension très compliquée. L'ACA, eh bien, elle peut être durable, on en a besoin tout au long de la vie, mais également être transitoire, après un AVC par exemple. L'ACA va permettre à la personne de mieux comprendre son environnement à l'aide d'emploi du temps visuel, à l'aide de timers pour signifier la durée d'un exercice ou d'une activité par exemple, les lieux, les personnes, ce qui va se passer lors d'une consultation. Elle va permettre également à la personne d'avoir une communication globale, de refuser, de nier, d'exprimer un inconfort, d'exprimer une émotion, de donner son avis, de parler de son week-end. Tous ces exemples pour vous montrer que la communication, notre communication, elle ne se limite pas à la fonction de demande. Alors la CA, oui, elle est importante, c'est un besoin fondamental que nous avons tous en tant qu'êtres humains. Alors pour avoir une communication significative, c'est-à-dire fonctionnelle, qui autonomise, il y a quelques principes clés à avoir en tête. D'abord, la CA, elle est complètement personnalisée. Elle est adaptée aux préférences et également aux capacités spécifiques de la personne. Sa vision, la façon dont elle peut voir les contrats sur un pictogramme, par exemple, ses capacités physiques, cognitives, ou toutes. C'est cette évaluation qui va permettre une sélection de symboles, de stratégies adaptées. Par exemple, à la maison, nous avons commencé par les signes pour capter l'attention de mon petit garçon, puis par un échange de photos pour qu'il puisse demander un bonbon, ce qui était son intérêt fort à l'époque, puis un classeur de communication. Les ajustements réguliers, ils vont être essentiels pour que les systèmes de CA restent efficaces et répondent aux besoins, aux changements et aux évolutions des besoins de la personne. Chez nous, par exemple, le classeur a été complètement abandonné à l'adolescence. Donc, on a mis en place progressivement une tablette, des applications qui pouvaient répondre à ces besoins de communication. Donc, la CA, elle doit être fonctionnelle. Elle doit répondre aux besoins quotidiens, qu'on soit à l'école, au foyer, au centre de loisirs, au travail, lors des rendez-vous chez le docteur ou chez les paramédicaux, au sport, etc., etc. Ce qui implique que la collaboration entre tous, elle est nécessaire. On se parle, on réajuste ensemble, on réfléchit, on essaye, etc. On peut échouer aussi, on apprend aussi de ses échecs. Un autre principe, il est important de veiller à ce qu'on appelle la multimodalité, donc plusieurs modes, des supports qui peuvent varier avec l'âge, comme nous pour mon petit garçon, mais également avec l'environnement. Malheureusement, dans la vraie vie, voilà, tout le monde ne peut pas être formé, c'est comme ça, aux signes, par exemple. Donc, il faut combiner plusieurs méthodes, plusieurs supports, des pictos, des mots, des objets, des classeurs, des tableaux de communication qui nous permettent, nous aussi, de ce qu'on appelle modéliser, donc de parler un petit peu d'utiliser le même système de communication que notre proche. Ils peuvent être sans aide particulière, sans aide technique particulière, comme les signes, mais également avec une aide technique particulière, des pictos, des tableaux de communication, eye tracker, contacteurs, etc. Ou même avec des appareils dédiés. On a parlé de la tablette ou des programmes spécifiques, comme le Macathon, le PEX, le POD, etc. Alors, quels sont les avantages? Les avantages à utiliser une communication alternative et améliorée. On peut commencer par énumérer les conséquences. Les conséquences à ne pas pouvoir exprimer, à ne pas pouvoir comprendre. Il y a l'isolement qui en découle, la dépendance à un petit nombre d'interlocuteurs ou à l'entourage proche. Vous savez, ils communiquent avec les yeux et je le comprends. C'est ce que nous, parents, avons tous commencé par dire. La vulnérabilité, il ne peut pas dire. Et également la baisse des occasions d'apprendre et de communiquer. La CA, c'est un entraînement. On parle de bain de CA en référence au bain de langage. Un petit enfant, avant qu'il ne prononce ses premiers mots, va pouvoir baigner dans plusieurs milliers d'heures de langage. Donc, ce n'est pas une rééducation de 30 minutes par semaine qui va entraîner à la communication. Un bonus à la CA, c'est celle de pouvoir encourager le développement du langage et de la parole. Les études le prouvent. L'ACA va permettre d'autonomiser la personne, le déroulement de tâches, à un poste de travail par exemple, ou à la maison pour apprendre à s'habiller tout seul ou à se laver les mains. Elle va aussi encourager la participation des personnes dans différents contextes. Vous avez vu cette photo au début de mon petit garçon dans le centre de loisirs avec sa séquence
de ce qui va se passer dans l'après-midi et également son cahier de vie, parce qu'il ne parlait pas, donc ce qui lui permettait d'interagir avec les autres enfants. Enfin et surtout, et c'est un point important, elle va permettre d'anticiper l'apparition de comportements problèmes. Si je me lève le matin et je ne sais pas ce qui va se passer dans la journée ou de manière très approximative, si je vais dans un environnement que je ne connais pas et on ne m'a pas expliqué ce qui allait se passer ou pourquoi je suis là, s'il y a trop de lumière et je suis dans l'incapacité de le dire, on peut imaginer la frustration et l'anxiété des personnes, ce qu'elles peuvent ressentir. On sait que les comportements problèmes sont très souvent la cause d'un problème de communication. Et plus les défis sont importants à ce sujet, plus nous devons, nous, entourage, nous mobiliser à propos de la communication de la personne. Alors, je vais terminer mon propos en mentionnant des idées reçues, quelques idées reçues, des mythes qui peuvent entraver le réflexe CA. D'abord, il est trop jeune ou il est trop vieux. Vraiment, on parle à un bébé depuis sa naissance, hein, il n'y a pas de prérequis pour s'adresser à un nouveau-né. Donc, il n'est jamais trop tard. Il doit avoir des connaissances préalables pour utiliser la CA, ou alors c'est trop complexe pour un enfant ou un adulte avec une déficience intellectuelle. C'est faux. Même si l'évaluation, la réévaluation, le suivi régulier est important, c'est pour voir comment on va mettre en place et non pas si on va le faire. Autre idée reçue, c'est en dernier recours qu'on va le mettre en place. Ben non, on ne va pas attendre les difficultés avérées. J'aime bien la comparaison avec celle d'un prématuré qui va avoir de la kiné, de la psychomotricité, sans attendre des difficultés avérées. La parole, c'est le premier mode de communication. Eh bien non, nous communiquons tous avec nos mains, nos expressions, notre corps depuis la naissance. Nous regardons tous, nous pointons dans la même direction, nous regardons tous ensemble et nous avons aussi des supports visuels pour faciliter notre expression et notre compréhension. Par exemple, les émoticônes, par exemple, tous ces panneaux de signalisation. Donc la CA n'est pas une communication inférieure. La CA est réservée à l'enfant qui ne parle pas. Maintenant, voilà, je l'ai dit précédemment, il peut y avoir aussi des limitations temporaires ou permanentes. La CA, c'est quelque chose de coûteux et de difficile. Eh bien non, nous avons tous autour de cet écran des téléphones pour communiquer, pour jouer. Alors pourquoi pas outiller les personnes qui en ont absolument besoin d'outils visuels au quotidien. Et un rappel que le soutien à la communication fait partie de l'évaluation de l'aide humaine dans le cadre de la PCH. Voilà. Et dernière idée reçue que je souhaitais vous mentionner, c'est une affaire de spécialistes. Eh bien non, nous ne sommes pas tous des spécialistes. Et pourtant, nous sommes tous concernés lorsqu'on côtoie, lorsqu'on accompagne des personnes dont le besoin à l'expression et à la compréhension est particulier. Néanmoins, la guidance, la formation, l'accompagnement par des personnes dont c'est le métier et des personnes formées est nécessaire, elle est importante. Donc, je vais laisser la parole à Émilie qui va vous parler plus spécifiquement de ce qui existe à la DAPELA. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Émilie Chasseloup, responsable du développement des compétences au sein de la direction des ressources humaines de l'ADAPELA. Alors effectivement, comme l'a évoqué Florence Parrois, la CAA, elle est essentielle pour un grand nombre de personnes accompagnées dans nos établissements et services. L'accès aux droits, l'autonomie, l'autodétermination ne peuvent exister sans une véritable communication. Et pour beaucoup de personnes accompagnées, cela passe par la CAA. Alors, c'est pour ça que ça constitue, la CAA, une des orientations fortes de notre politique de développement des compétences. Politique de développement des compétences qui est destinée à nos salariés, aux professionnels de la DAPELA. Je sais qu'aujourd'hui, dans ce webinaire, il n'y a pas seulement des salariés de l'association, il y a surtout des familles, des proches, des partenaires. Mais pour autant, c'est important pour nous que vous sachiez comment on accompagne nos professionnels sur ce thème, sur le thème de la CAA. Pourquoi? Parce que ça a un impact direct sur la qualité de l'accompagnement dans nos établissements et services. Alors, pour répondre à cet enjeu, la DRH a conçu un programme de formation avec 2 actions qui sont complémentaires.
La première action, c'est une formation qui vise à renforcer les postures professionnelles permettant l'autodétermination et le pouvoir d'agir des personnes accompagnées. La seconde, c'est celle qui nous réunit aujourd'hui, c'est le déploiement d'une formation intitulée Les bases de la CAA. C'est un déploiement de formation qui a été initié cette année en 2025. Alors, même si depuis plusieurs années, on forme nos salariés sur différentes méthodes, outils de communication, on forme sur du PEX, du Makaton, PODS et bien d'autres. Mais cette année, on a déployé une nouvelle formation. C'est cette formation dont je vais vous parler. C'est une formation de 3 jours et qui est animée par 3 formateurs internes. Donc c'est une formation interne. Nos formateurs sont des professionnels du terrain. Ils accompagnent chaque jour des personnes au sein des établissements, mais surtout, ils ont développé une véritable expertise sur la CAA et c'est ce qui les rend, complètement légitimes pour, venir former, leurs collègues. Alors bien sûr, en parallèle, on les a accompagnés, ils ont suivi un parcours spécifique, hein, pour qu'ils puissent être en capacité de concevoir et d'animer, ces formations. Pour cette formation, donc 2-3 jours animés en interne, je vais vous partager, les objectifs, qui sont poursuivis. Donc on a un socle théorique assez court avec la compréhension, des bases de la communication déjà et de la CAA. Il y a aussi un socle sur, adopter les bons comportements, en tant que professionnel pour favoriser les échanges avec les personnes accompagnées. Il y a aussi, une partie sur être en capacité d'évaluer les besoins en communication des personnes accompagnées et surtout, le point fort de cette formation, de 3 jours, c'est que les participants vont créer et utiliser différents outils, supports de CAA. Alors ce sont les outils, hein, qui ont été, évoqués, par Florence Parrois au début, des pictogrammes, les emplois du temps, des séquentiels, des tableaux de communication, quelques signes de la vie quotidienne, des cahiers de vie et aussi il y a un apport sur l'outil numérique. Donc c'est une formation très concrète, très centrée sur la pratique. Les formateurs internes, ont mis en place des ateliers au cours de cette formation, des nombreuses mises en situation. L'objectif, c'est vraiment de créer des supports en lien avec la réalité en établissement. C'est une formation, alors c'est, une première formation. On sait aussi que la mise en œuvre sur le terrain, ensuite, à l'issue de la formation, elle est essentielle. L'objectif également, c'est que chaque participant, à l'issue de la formation, avant de quitter la formation, il définit un objectif concret de mise en œuvre sur le terrain, en établissement. Et ensuite, on s'assure que, il sera bien accompagné par la DRH, par son établissement dans la mise en œuvre, de son plan d'action. Nos objectifs à travers tout ça, c'est que chaque professionnel, quel que soit son métier, quel que soit son lieu d'exercice, il se sente outillé et légitime dans le domaine de la CAA. Le second objectif aussi, c'est bien que chaque personne accompagnée dans nos établissements bénéficie d'un ou plusieurs supports de CAA adaptés à ses besoins. Voilà une présentation assez, rapide de l'accompagnement que l'on propose, à nos salariés aujourd'hui sur le thème, de la CAA. Merci à vous et je vais passer maintenant la parole à Leslie Lebeau. Bonjour à tous, je suis Leslie Lebeau, chef de projet en e-santé et numérique. Et à l'ADAPELA, j'accompagne les salariés à utiliser les outils métiers et je coordonne l'équipe de référents numériques qui intervient sur nos sites auprès des usagers, des professionnels et des aidants autour des outils numériques éducatifs. Alors concrètement sur le terrain, pour reprendre les éléments cités donc par Florence, la communication, elle ne se limite pas à la fonction de demande. La personne accompagnée réceptionne au quotidien des éléments de communication dans nos services et établissements.
Alors, par exemple, vous avez les livrets d'accueil, les documents de la loi de 2002 comme les contrats de séjour. Vous en avez eu quelques-uns entre les mains, donc vous savez que tels quels, ils sont difficilement compris par les personnes que nous accompagnons. On peut aussi recevoir de la signalétique de déplacement, donc les noms sur les portes, dans les couloirs, les menus de la semaine et les plannings des activités. Par exemple, pour garantir un meilleur accès à ces données, les personnes peuvent recevoir des documents officiels en FALC. La méthode FALC, facile à lire et à comprendre, va permettre d'adapter ces supports avec un texte, un vocabulaire adapté, et on peut aussi retrouver des illustrations. Les personnes peuvent aussi recevoir du coup ces éléments avec, par exemple, des outils de planification ajustés. On peut imaginer que sur un site, les personnes accompagnées pourraient recevoir des menus adaptés à leur compréhension. Donc, il pourrait y avoir autant de menus distribués qu'il y a de personnes accompagnées. Mettre une photo donc, du chef de service sur la porte de son bureau, une photo du plat du jour dans l'espace de restauration, ce sont des pratiques simples et c'est de la CA. En parlant de la méthode FALC, nous avons aussi un ESAT sur le G qui a un atelier FALC où des travailleurs adaptent des supports pour l'association. Par exemple, on a eu dernièrement nos formulaires de droit à l'image qui ont été adaptés en FALC. Ils travaillent aussi à l'extérieur de l'association. Ils ont pu travailler sur le parcours passager à l'aéroport de Nantes. Ils ont pu travailler sur des supports avec l'hôpital de Lyon ou encore avec la ville de Nantes sur certaines expositions. Nous accompagnons également des personnes sur leurs projets personnalisés. La phase de recueil des souhaits et besoins ainsi que la phase d'auto-évaluation sont des étapes clés dans la construction de leur projet. Donc nous essayons de diversifier les outils pour permettre à chacun d'être acteur de ces étapes. Comme vous pouvez le voir, là, on peut utiliser des tapis de communication. Alors, dans le cadre du PPA, c'est quoi? On pourrait avoir un tapis avec, sur un côté du tapis, on a un smiley vert, sur l'autre côté, un smiley rouge. Au milieu, on a des images ou des pictos ou des photos qui vont parler du projet. Et la personne, elle va pouvoir disposer ces photos, ces images, ces pictos vers le smiley vert ou le smiley rouge pour dire ce qu'elle a envie de faire ou pas, ou les sujets qu'elle veut aborder sur son projet. On peut aussi utiliser des TLA, donc tableaux de langage assisté, en format papier ou numérisé. La personne va pouvoir même, en utilisant ces TLA, construire des phrases, aller jusqu'à construire des phrases pour évoquer son projet. Et puis, dernier exemple, alors ce sont des exemples non exhaustifs, on peut utiliser donc des questionnaires imagés type Google Forms, donc accessibles à tous, où là, vous pouvez le voir donc sur l'écran, la personne, à l'aide d'une tablette, va répondre à un questionnaire qui va lui permettre d'introduire cette phase de recueil d'attentes et des souhaits sur son PPA. Et là, elle utilise même une option qui est la lecture automatique avec une synthèse vocale, donc qui lui permet d'être complètement autonome et si elle ne sait pas lire, d'écouter du coup les questions. La CA, elle touche désormais aussi le droit commun et les services publics. Nous avons la police nationale qui a mis en place le dispositif 114 qui permet aux personnes sourdes, aphasiques, aux personnes n'ayant pas accès à l'écriture et à la lecture, d'alerter grâce à des photos, à des mots. Elles vont pouvoir alerter via un système en fait de texto. Vous avez aussi les musées, donc on avait vu avec notre atelier FALC, qui propose des documents de visite adaptés avec la méthode FALC, donc facile à lire et à comprendre. Et vous avez aussi des mairies qui commencent à se doter de tablettes avec des tableaux de langage assisté. Je souhaite aussi réinsister sur les éléments amenés par Florence quand elle dit que la CA se personnalise constamment. La multimodalité est donc importante pour faire progresser les utilisateurs et encourager le développement de la parole ou du langage. La communication multimodale, c'est du papier, c'est de la photo, c'est des signes, c'est du picto et c'est aussi de la vidéo. Et la mise en place d'un outil numérique chez vos jeunes enfants peut être décriée. Mais attention, elle est d'abord évaluée, elle est testée et il faut garder en tête que si c'est possible, si on constate une progression, la perspective de limiter ou retirer l'écran est étudiée. Enfin, la CA va faire gagner en autonomie, grâce par exemple à des outils planning qui vont amener des repères temporels et de la prévisibilité chez les personnes accompagnées. On peut aussi utiliser des outils de séquençage qui vont l'aider à exécuter des tâches dans la sphère privée ou vie professionnelle. Ici, sur l'écran, vous pouvez voir par exemple un travailleur dans un ESAT qui suit du coup son activité grâce à un outil tablette, un outil de séquençage. Donc, il va voir des photos, des vidéos. La tablette peut aussi parler et il avance
du coup sur son travail. Dans la sphère privée, on pourrait très bien aussi utiliser cet outil pour aider la personne à s'habiller, à se laver les dents, à faire de la cuisine, à suivre des recettes de cuisine. Et vous avez aussi, pour gagner en autonomie, donc des TLA pour faire des choix, raconter sa journée, entrer en relation ou encore interpeller. Ici, ce sont des exemples d'outils que l'on propose sous format numérique à la direction des systèmes d'information. Ces objets numériques vont les suivre dans leur espace de vie afin de leur permettre de participer aux échanges avec vous, mais aussi partout avec un maximum de personnes. Alors, c'est quoi notre dispositif de prêt et d'accompagnement à la direction des systèmes d'information? Eh bien, en répondant à des appels à projets, la DSI, elle a acquis un stock de montres, de tablettes numériques et d'applications de CAA plus ou moins robustes, c'est-à-dire des applications qui offrent un vocabulaire étendu, une structure grammaticale, qui peut proposer une prédiction des mots, etc., etc. Mais avant ces acquisitions, on a une équipe de référents numériques. Alors chez nous, les référents numériques, ce sont des professionnels de terrain, AMP, moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, qui connaissent le terrain, qui connaissent le public et qui ont une appétence pour les outils numériques. Et donc, l'équipe de référents numériques a assuré une veille pour pouvoir proposer aux personnes accompagnées, aux professionnels et aux aidants des équipements adaptés à différents profils, mais aussi à différentes bourses. Et ensuite, au travers d'un travail en réseau avec différents acteurs, donc les acteurs, c'est les utilisateurs, les aidants, les orthophonistes, les éducateurs, les référents numériques, une solution est testée gratuitement sur plusieurs mois. Et si les solutions sont convaincantes, la personne, elle va faire une acquisition personnelle de l'outil et de l'application. Et là, l'équipe de référents numériques peut alors aider dans les démarches de demande de financement. Un financement peut être fait auprès des maisons départementales pour personnes handicapées et on va faire une demande de prestation de compensation handicap, une demande de PCH, aide à la communication, qui peut couvrir jusqu'à 75% quand même du coût total de l'outil et de l'application. Je vais justement maintenant laisser la parole à Pierre, référent numérique, qui va introduire des capsules vidéo présentant des pratiques de terrain autour de nos outils de CA numériques. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en tant que référent numérique à la DAPELA, j'accompagne les familles et les proches des personnes accompagnées dans la découverte et l'utilisation des outils numériques. Donc, mon rôle est d'aider chacun à mieux comprendre et utiliser ces outils. En effet, une bonne utilisation de la CA passe obligatoirement par la connaissance de l'outil par le partenaire de communication. Alors concrètement, j'interviens pour vous informer, vous conseiller sur les outils numériques adaptés, vous accompagner aussi à la prise en main de ces outils, point par point, étape par étape, favoriser une continuité de ces outils entre la maison, chez vous, l'établissement et voire même l'école. On peut vous rassurer aussi et vous sensibiliser sur les bonnes pratiques numériques à avoir avec ces outils. Et ça passe enfin par la formation des enseignants, des AESH, des orthophonistes, bref, toutes les autres personnes, les autres professionnels qui gravitent autour de la personne accompagnée. Donc, mon objectif est de rendre donc ces outils numériques plus accessibles, plus concrets, et pour que chaque personne puisse être soutenue dans son pouvoir d'agir et son autodétermination. Depuis quelque temps, notre service dispose d'une solution de CA numérique équipée d'un eye tracking. Donc, c'est un système de suivi oculaire. C'est un outil qui va nous permettre de faire des essais concrets en collaboration avec les professionnels afin d'évaluer les possibilités d'accès, la communication pour chaque personne ciblée. Donc, on est dans une approche pluridisciplinaire avec une participation essentielle de l'ergo dans ce cas-là, dont l'expertise est déterminante pour analyser les capacités motrices et les choix des modalités d'accès. Donc ce travail s'enrichit aussi par la participation C'est une tablette qu'on dirige et l'implication des familles et des éducateurs. Donc en fait, ça va permettre une continuité et une cohérence dans les accompagnements quotidiens. Donc dans cette séquence, vous allez découvrir plusieurs aspects de notre travail. Donc le test d'une tablette avec suivi oculaire auprès d'un usager en situation de polyhandicap, mais aussi la modélisation et la personnalisation d'un outil de CA numérique pour une autre résidence. Je La tablette oculaire, c'est une tablette qu'on dirige avec les yeux. Je m'excuse tout de suite si la vidéo est hachée ou se coupe par moment. Alors vous inquiétez pas, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de la DAPELA juste après la session. Donc voici la vidéo.
La tablette oculaire, c'est une tablette qu'on dirige avec les yeux. Donc on va venir sélectionner ce qu'on fait avec une souris, mais c'est les yeux qui vont faire à la place de la souris. L'objectif final, c'est de pouvoir communiquer avec, donc des personnes qui ne peuvent pas communiquer verbalement. Mais elle peut être aussi utilisée comme tablette de loisir, faire des jeux dessus, et toujours commandée par les yeux. Quand on se déplace en établissement, souvent on utilise nos tablettes pour discuter avec les gens et c'est une des casquettes qu'on prend aussi parfois pour pouvoir illustrer ce que c'est que la modélisation et comment au quotidien on peut papoter de plein de choses avec la tablette. On peut commencer par se dire bonjour, on peut faire des commentaires, on peut raconter son week-end, on peut se faire des blagues et on rigole vraiment. Sur chaque tablette, on a une arborescence de vocabulaire, donc je, j'aime, là je vais dans les listes de mots, je vais dans nourriture et boissons. L'organisation du vocabulaire. J'aime biscuits. J'aime les biscuits. L'idée, c'est de pouvoir illustrer un petit peu ce que l'interlocuteur qui utilise la CA, qui vient soutenir l'expression de l'usager avec la CA, où est-ce qu'il peut se mettre, son rôle de modélisateur. Moi, mon rôle en tant qu'ergothérapeute, c'est surtout sur l'adaptation de cette tablette au niveau du positionnement du résident, être sûr qu'il soit bien installé et toujours dans la même position pour faciliter l'accès à cette tablette. Et après, c'est aussi l'adaptation dans la tablette, adapter le logiciel de communication en termes de temps de fixation, par exemple. En termes d'exploration visuelle, c'est par exemple voir s'il y a des champs qui l'explorent un peu moins que d'autres. Donc là, on va adapter et mettre moins de cellules à ce niveau-là. Adapter en termes de nombre de pictogrammes sur l'application. Et aussi, moi, je me mets en lien avec l'orthoptiste, donc pour des résidents qui ont des difficultés au niveau commande oculaire. On fait des rendez-vous avec l'orthoptiste qui leur fait travailler un petit peu tout ça pour faciliter l'accès à la tablette commande oculaire. En fait, il n'y a pas d'âge pour démarrer la CA. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de CA quand on était petit ou plus jeune qu'on ne peut pas s'en servir. La CA numérique ne se limite pas aux personnes non oralisantes. Ça peut être très intéressant aussi, même d'utiliser des tablettes de communication avec des personnes qui oralisent très bien, justement pour augmenter, comme tu disais, leur vocabulaire et voir concrètement le champ des possibles. Je pense que dans le futur, il risque d'y avoir de plus en plus de tablettes par commande oculaire. L'idée, c'est vraiment déjà de présenter cet outil aux professionnels pour qu'ils puissent savoir à qui elle peut être destinée. Faire des essais aussi, c'est super important pour voir si ça fonctionne. Dans les axes aussi, ça va être de pouvoir généraliser beaucoup la CA et en mettre progressivement partout. Il y a plein de projets qui démarrent dans des établissements autour de l'habituation aux soins et pouvoir communiquer pendant les rendez-vous médicaux, pendant les soins et puis pouvoir dire comment on se sent à ce moment-là. Oui, ça pique, j'ai peur, je suis inquiet, je suis super content, ça va bien. Et puis amener la CA aussi dans les activités à l'extérieur de l'établissement, quand on va à la ludothèque ou à la bibliothèque. Voilà, donc la vidéo apparemment s'est lue correctement. Maintenant, pour illustrer concrètement les enjeux de la CA, vous allez découvrir le témoignage de Madame Barré, coordinatrice d'un café associatif, membre de l'association Rien qu'un chromosome en plus, mère de 4 enfants, dont Ambre, qui a 13 ans et qui est porteuse de trisomie 21. Ambre est scolarisée en classe de 5e au sein d'un dispositif Ulysse et elle est accompagnée par un CESAL. Ambre communique verbalement, mais son expression peut être ralentie et difficile à comprendre avec les personnes en dehors de son cadre familial. Jusqu'ici, elle utilisait les pictogrammes et le macathon, mais en grandissant, les échanges hors du cercle familial sont devenus plus complexes, ce qui a obligé ses parents à devoir intervenir de plus en plus souvent pour traduire ses propos. C'est dans ce contexte que nous avons commencé, en novembre 2024, à l'accompagner avec le CESAD via la mise en place d'une tablette. Les objectifs pour elle étaient de renforcer ses moyens d'expression et favoriser son autonomie dans les interactions sociales. Voilà la vidéo. Ce qui nous a freiné, mon mari et moi, sur l'utilisation d'une tablette tactile, c'était que c'était encore un écran et que du coup, comme Ambre a une grosse appétence, comme beaucoup d'enfants, vers les écrans, on se disait que c'était de nouveau un support qui pouvait être peut-être pas adapté à elle. Ce qui nous a fait changer d'avis, c'est l'utilisation qu'on en fait.
c'est-à-dire que c'est une tablette où il n'y a pas de jeu, elle n'a pas accès à autre chose que cet outil de communication sur cette tablette-là. Et donc du coup, on a vu que ça limitait beaucoup l'appétence puisqu'elle sait, elle a compris maintenant qu'au bout de 9 mois maintenant que c'est un outil dont elle se sert pour communiquer. La première utilisation de la tablette s'est révélée enthousiasmante pour Ambre, en tout cas. Voilà, elle a été très pressée de la découvrir. Elle a eu la première phase qui était la découverte en jeu et la phase où elle a compris que non, c'était pas pour jouer, c'était plutôt pour vraiment un outil et pour l'aider à communiquer. Il y a eu une petite phase de désintérêt du coup parce que quand elle a compris que c'était plus un jeu, il y a eu une petite phase comme ça et maintenant c'est parfois elle, alors pas tout le temps, mais parfois elle qui me la réclame quand on va quelque part et qui a besoin de communiquer. Par exemple, ce matin, on était au CHU et elle a écrit « Je vais voir le docteur ». Nous, la première utilisation a été plus difficile puisqu'une fois qu'on s'est retrouvé avec l'outil en main et sans Pierre et sans le CESAD et sans Hélène l'éducatrice, en fait on s'est dit on fait quoi maintenant? Donc ça a été un peu plus difficile pour nous. On a eu besoin de flécher un peu la façon dont on s'en servait, pas trop pour Ambre, c'était plutôt pour nous parce que nous on a un peu galéré à savoir comment on allait l'utiliser au sein de la maison et à l'extérieur de la maison. Donc nous on l'utilise le matin pour qu'elle choisisse ce qu'elle veut manger au petit déjeuner et puis on s'en sert comme cahier de vie, donc on raconte ce qui s'est passé, un événement marquant pour elle qui s'est passé. Ce qu'on trouve intéressant dans l'utilisation de la tablette, c'est du coup on s'appuie sur un outil qui nous permet de nous aider à communiquer, à aider Ambre à communiquer vers les autres. Puisque au sein de la famille, on la comprend bien, elle se fait comprendre. C'est vrai qu'il y a une espèce d'habitude qui s'est prise et en fait ça nous oblige nous à nous rendre compte qu'à l'intérieur de la famille, on crée des raccourcis. Et à l'extérieur, avec la tablette, on est obligé de prendre le temps de se poser, de faire la demande et qu'elle réfléchisse à sa demande et du coup de s'accorder plus de temps à la communication. Les difficultés que je vois là, c'est vraiment que ça devienne un outil quotidien. Et pour l'instant, comme on est en plein apprentissage de l'utilisation de la tablette, c'est ce qui a amélioré pour nous, c'est vraiment que ça devienne un réflexe et une utilisation quotidienne, quelque chose où on est à l'aise. Pour l'instant, on est encore dans la phase où on y pense, où c'est une charge mentale encore de penser à la tablette. Et puis, c'est parfois dur de maintenir notre projet parce que parfois, ça renvoie des regards qui ne sont pas agréables. Par exemple, ce matin au CHU, quand elle a sorti sa tablette pour me montrer un message, les regards des gens n'étaient pas forcément très bienveillants parce qu'elle avait une tablette dans la main. Donc ça, si ça pouvait changer par une meilleure connaissance de la CA et des tablettes tactiles, ce serait cool, quoi. Ce que ça a changé pour Ambre, pour l'instant, j'ai l'impression en tout cas que ça l'a fait se poser sur sa demande. C'est-à-dire qu'elle a tendance à faire des demandes avec des mots. Et la tablette l'encourage en tout cas à faire une phrase. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle se pose un peu plus. Je vois ça le matin pour le petit-déj. Elle réfléchit plus à sa demande. Et du coup, il y a une anticipation qu'il n'y avait pas avant sur les demandes qu'elle pouvait faire. Ce que j'aimerais que les gens comprennent, et c'est valable dans l'association à laquelle j'appartiens, c'est que toute forme de CA, si je ne me trompe pas, ça vient soutenir quelque chose. Donc j'aimerais bien que les gens comprennent que c'est pas, on n'empêche pas les enfants de parler, on ralentit pas leurs échanges verbaux, c'est vraiment, en tout cas pour Ambre, c'est vraiment un outil de soutien. Alors comme message à ceux qui hésitent à se lancer dans la CAA, je dirais qu'il faut essayer, mais il ne faut pas non plus enjoliver trop le projet. C'est un projet qui demande du temps, de l'investissement, de la persévérance, et que la première fois où elle a fait un premier signe, je me suis dit c'est bon, j'ai pas fait ça. Tout ça pour rien. Et je crois que pour la tablette tactile, comme pour n'importe quelle CAA, c'est un peu ça qui parfois pêche, c'est qu'on a envie d'abandonner en se disant ça marche pas, je vois pas le résultat. Et donc je pense que si on persévère, ça peut donner des super résultats, quoi. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Marie-Laure Mabir, orthophoniste en libéral avec qui on collabore régulièrement. Elle accompagne de nombreux jeunes et moins jeunes au sein de la DAPELA. Et bonjour, je suis Marie-Laure Mabir, orthophoniste en libéral. Je vais vous présenter la vidéo qui vient de mes patients. Donc, c'est le petit Mambi. Je l'accompagne depuis septembre 2023 à la suite du changement de CESAD. L'orthophoniste de la petite enfance qui le suivait déjà auparavant avait introduit des pictogrammes papier, avait remarqué qu'il accrochait très bien. Et elle pensait qu'un outil numérique conviendrait mieux à son profil. Donc, elle m'a sollicité pour reprendre le suivi au vu de mon expérience en CAA.
Le travail s'est construit en partenariat avec la famille, avec la DAPEILA, avec les enseignantes, et cette cohérence entre les différents lieux de vie a été une clé de la réussite. Chacun a utilisé la tablette dans le quotidien, ce qui a permis à Mambi de généraliser ses acquis. On avait un objectif initial qui était déjà de structurer les demandes pour limiter les frustrations et l'aider à s'adresser aux autres. Et en parallèle, un travail oromyofonctionnel, donc de la bouche, qui a été mené avec une désensibilisation, ce qui a accompagné l'émergence de langage oral en lien avec les pictogrammes. Nous avons choisi une tablette avec l'application TDSnap qui a été prêtée par la DAPEILA, ce qui a permis de tester sans un investissement financier de la famille au début, et ils ont leur tablette aujourd'hui. L'apprentissage s'est fait avec une guidance physique estompable, puis par modélisation. Mambi avait besoin d'un support visuel stable et de modèles verbaux constants pour structurer sa communication. Aujourd'hui, les fonctions de demande sont largement acquises, même uniquement verbales, mais nous utilisons toujours la tablette. Nous travaillons à allonger les phrases, commenter, raconter, poser des questions, y répondre. Il peut par exemple dire ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Et fait remarquable, il a appris à lire tout seul grâce à la tablette, dont la verbalisation lui a permis de faire l'écrit et l'oral. La lecture est aujourd'hui un support visuel fort pour son langage, sachant qu'il est en grande section aujourd'hui. La vidéo illustre le parcours, comment la CAA, intégrée dans un travail pluridisciplinaire et familial, peut devenir un véritable moteur de communication et d'autonomie. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Je veux. Bulle. Bravo. Je veux bulle. Vous imaginez où on en sort dans 3 mois? Je veux. Crayon. Gris. Je veux crayon gris. Bravo. Je veux crayon rose. Je veux crayon rose. Rose. Wouh. Je veux dinosaure. Je veux dinosaure. Ouais. Bravo, Mambi. S. I. E. Jalousie. Jalousie. La jalousie. Mambi, est-ce que tu aimes la pizza? J'aime la pizza. Ah, tu aimes la pizza, d'accord. Est-ce que tu aimes la salade? La salade. Ah, Je n'aime pas la salade. d'accord. Hop, donc on va continuer la suite. Hop, je fais juste les partages d'écran. Si vous voulez dire un petit mot sur la vidéo, le temps que je fasse le partage. Hop. C'était peut-être pour moi le petit mot pour la vidéo. Oui, mais c'est pas grave. Oui, je ne l'avais pas compris. Et du coup, là, la vidéo permet de voir des petites étapes et il y a beaucoup plus de choses dans les fonctions de communication qu'il a. C'est juste des petits exemples qui ont été filmés par la famille. Les vidéos permettant notamment de faire les liens entre les différents intervenants pour les objectifs qu'on avait à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Laure. Donc, pour conclure, parce qu'il est l'heure, on est pile poil dans le timing. Ce qu'on retient un petit peu de ce webinaire, donc sur les déjà 45 minutes que l'on a pu passer ensemble, c'est que la CAA, c'est pour tout le monde à tout âge. Il y avait la question qui a été posée. Il n'y a pas d'âge pour commencer. La CAA, c'est pas une solution de dernier recours. C'est un droit. Tout le monde a le droit de communiquer, même sans parole. Deuxième point à retenir, la CAA, ça aide à mieux comprendre et à mieux se faire comprendre. Ça sert à exprimer des choix, des besoins, des émotions, mais aussi à mieux comprendre ce qui va se passer et c'est important pour rassurer et pour éviter les malentendus comme ça a pu être dit précédemment.
Troisième point, il existe plein de façons de communiquer. On l'a vu, hein, les images, les signes, les tablettes, etc. Chaque personne est différente, donc on adapte. Parfois, on utilise des pictos, parfois des signes, parfois une tablette, et souvent, on l'a dit, on combine plusieurs outils. Quatrième point, elle donne plus d'autonomie et réduit les malentendus. C'est vrai que quand la communication est plus claire, la personne, elle se sent plus libre, plus impliquée, et on évite bien des incompréhensions. Et le dernier point à retenir, c'est on peut tous apprendre à l'utiliser. Pas besoin d'être un expert. Parents, professionnels, aidants, chacun peut s'y mettre. L'important, c'est d'oser commencer, d'être accompagné et d'y aller pas à pas. Donc voilà, c'était vraiment ce qu'on voulait que vous puissiez retenir de ce webinaire. Donc, on va arriver à la fin du webinaire et surtout au temps de questions-réponses. On n'a pas vu tant de questions que ça posées, même si vous êtes une centaine de personnes présentes, mais on va pouvoir quand même prendre ces questions. Il y avait une première question, je pense qu'il peut concerner un grand nombre de personnes, c'est y a-t-il une limite d'âge pour mettre en place l'ACA? Je ne sais pas qui veut répondre. Mettre le micro juste si vous répondez. Alors, j'avais juste commencé, enfin, Ouais. j'ai commencé à répondre à la personne. Ça va dépendre, comme disait Pierre ou même Florence, des capacités de la personne, les capacités motrices, la vue, la compréhension, la dextérité. Je peux peut-être laisser Pierre ou Florence faire un complément s'ils le souhaitent. Moi, la réponse, elle va être simple, c'est non, il n'y a pas de limite d'âge. Voilà, il n'y a pas de limite à communiquer quand on est un être humain. Voilà, on ne s'arrête pas à un moment de communiquer. Donc, non, tout simplement non. Et puis, Leslie l'a dit, hein, après, l'évaluation, elle est importante. Surtout que s'il n'y a pas eu d'entraînement à la communication, peut-être, voilà, mais non, il n'y a absolument pas de limite d'âge pour commencer. Oui, je suis entièrement d'accord, il n'y a pas d'âge pour communiquer et on n'attend pas d'une personne qu'elle sache communiquer pour communiquer avec elle. Donc on va modéliser à la personne via donc des signes, des tableaux de communication, une tablette, notre langage, sans forcément attendre qu'elle nous réponde. Ok, merci beaucoup. Je sais que vous avez déjà répondu, mais peut-être que tout le monde n'a pas vu et peut-être dire à l'oral quelques mots, hein. Je vois que vous êtes encore une centaine en ligne, donc vous êtes restés malgré la faim qui vous dévore. Il y avait une question, on va parler des formations juste après. Sur le prêt, tu as répondu, Pierre, hein, sur le prêt et l'accompagnement des outils, si tu peux dire un peu plus qui peut être concerné. En fait, toute personne à la DAPELA, qu'elle soit alors du PCPE, RAPT, voilà, secteur enfance, vie professionnelle, secteur hébergement, mais il faut forcément que la personne soit à la DAPELA pour qu'elle puisse avoir un prêt d'outils. Ok, merci, très clair. Je vais prendre une question. Bonjour, qui voir en premier pour un enfant de 7 ans, pas d'orthophoniste disponible? Alors, je peux bien prendre la parole sur ça. En effet, c'est pas facile de trouver des rendez-vous chez les orthophonistes. Notre profession est largement submergée en ce moment. Si l'enfant est suivi par la DAPELA, ça peut être justement de se rapprocher et de voir comment on peut mettre en place un projet à partir de ce qui est là et garder la liste d'attente chez l'orthophoniste. Malheureusement, là-dessus, j'aurais pas mieux à dire. Mais d'autres professionnels, des ergos, des éducateurs, des psychologues sont tout à fait aptes aussi à accompagner sur une mise en place. Ce ne sera pas les mêmes spécificités de langage, mais ça vaut le coup de déjà se lancer. Je sais que par exemple, les référents numériques de la DAPELA, avec qui on a beaucoup collaboré, ont fait des choses assez formidables, parfois même complètement sans orthophoniste, mais vraiment avec des compétences très présentes. Donc, je pense qu'on va en parler à l'équipe et ça vaut déjà le coup. Super, merci beaucoup. Peut-être un mot sur la formation, Émilie, parce qu'il y a quelques professionnels qui sont en ligne, voilà, sans trop développer, parce qu'après, je pense que tu pourras leur dire de revenir vers toi, mais il y en a qui se demandent comment ça se passe si on veut mettre en place la formation dans mon établissement, voilà.
Alors la formation, on fonctionne, enfin il y a une période, pour être synthétique, de recueil des besoins. On met pas forcément les formations spécifiques par établissement. Ce sont des groupes qui sont ouverts toute l'année et qui sont mixtes, c'est-à-dire que les participants peuvent très bien venir des professionnels des AT, de masse, de femmes, de foyers de vie, d'IME. C'est transverse en fait. Voilà. Donc ça passe par leur manager et voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas s'il y a des questions aussi qui vous intéressent, à les liker, parce que nous, si on voit qu'il y a beaucoup de likes, voilà, on se dit que vous êtes beaucoup à vouloir la réponse à une question, donc on pourra la mettre en avant. Une question, quelqu'un qui dit: je suis référente CA sur 20 établissements, je suis en grande difficulté pour trouver les arguments à donner à des directeurs des AT concernant la nécessité d'utiliser la CA, même auprès de travailleurs oralisants. Avez-vous des arguments clés ou des exemples que je puisse utiliser? Alors, ce qui peut être dit, c'est que si on utilise, par exemple, du séquençage sur tablette en ESAT, ça permet aux encadrants déjà de se libérer du temps pour travailler sur l'accompagnement éducatif, hein, chose des fois qu'il manque. Et il faut imaginer que voilà, cette tablette va permettre à la personne de gagner en autonomie et d'apprendre à faire sans l'encadrant. Ça va même la réassurer. On a vu des situations en ESAT où la tablette, c'était au quotidien pour faire l'activité. Puis il y a eu un jour où il y a eu une panne. Il y a eu une panne, il n'y avait plus de réseau et du coup, il n'y a plus internet, la personne ne pouvait plus suivre son outil. Enfin, je pense que c'était ça. Enfin bref, elle ne pouvait plus avoir son outil pendant un temps donné et elle a réussi à faire. Elle a réussi à faire l'activité, en fait. Donc c'est vraiment l'objet transitionnel, l'objet rassurant et on va voir que petit à petit, cette tablette, à un moment donné, on va peut-être l'oublier ou elle va être là plus, ça va être le doudou en quelque sorte et ça va permettre, aux personnes, voilà, de gagner aussi en confiance. Ça peut être aussi un argument, à fournir, même si on a des personnes, hein, qui oralisent très bien, elles vont peut-être pouvoir gagner en compétences et voilà, augmenter leur capacité à aller sur des nouveaux ateliers, aller sur des nouvelles activités, en fait. Merci Leslie. Je crois que Marie-Laure, vous nous quittez. J'ai vu un petit signe. Non, je voulais juste compléter Ah oui, et après je vais compléter. quitter, en effet. Super. J'abonde dans le sens de Leslie et je donnerai également le contre-exemple, l'opposé. On a des personnes, enfants ou adultes, là, des adultes du coup, mais qui ont des compétences pour oraliser, sauf les jours où on est malade, sauf les jours où on est fatigué, sauf les jours où on est contrarié, sauf... Et en fait, c'est là qu'on a des troubles du comportement ou alors des compétences qui sont moindres. Et c'est là que les outils de CA sont indispensables aussi. Peut-être qu'on n'en aura besoin que 2% du temps, mais ces 2%-là, ça peut vraiment sauver des situations. Et donc de savoir que l'équipe ou que le bénéficiaire sait que cet outil est là, ça évite des situations de crise aussi. Donc des fois, c'est juste pour ces 2% du temps, même si 98% du temps, on comprend, ça va, ça roule. Cet appui-là pour le jour où ça va pas bien et on n'arrive pas à mobiliser nos compétences cognitives, on l'a tous vécu, hein, d'être fatigué, d'avoir le cerveau qui bug, c'est la même chose. Ça permet vraiment de sauver des situations. Je suis désolée, je vous abandonne. Merci. Oui, merci Marie-Laure. On prend encore 2 questions. J'ai Philippe qui pose comme question: il est utilisateur depuis plus de 15 ans d'Avast pour son fils. Il est intéressé pour l'aide au séquencement de tâches. Et en gros, je pense que ça peut servir à un grand nombre de personnes. Si on avait des conseils sur des outils qui existent dans le monde des SaaS, avantages, inconvénients, est-ce qu'on peut tester? Je ne sais pas si vous avez quelques conseils à donner aux personnes présentes. Je pense que c'est Pierre, Leslie, peut-être Florence. Pour travailler du séquençage sur tablette, c'est largement possible avec un Avast. Mais ce n'est pas l'objectif premier d'une application de com. Là, on vise la communication avec un vase. Pour le séquençage, on va viser un apprentissage. Donc, c'est vraiment 2 choses différentes qui sont souvent liées, mais les objectifs sont vraiment différents. Là, dans le cas du séquençage, on peut même utiliser une autre appli. Alors, l'appli, pour moi, la meilleure pour le séquençage, ça va être Auticiel, puisque Avast, vraiment, va être uniquement pour de la communication. Ensuite, je n'arrive pas à... Oui, je vais appuyer ce que dit Pierre, effectivement, parce que le séquençage, ça a été vraiment quelque chose qui a été très important pour les besoins de mon fils.
Et oui, c'est Auticiel qui est le plus pratique parce qu'aussi ces séquences, elles peuvent être intégrées, notamment voilà, dans des emplois du temps. Et voilà, donc Auticiel, je valide en tout cas pour la question des séquences, du déroulé des séquences. Merci. J'essaie voilà, qu'on réponde à un maximum de questions. Il y a un parent qui demande si vous connaissez les aides financières possibles dont peut bénéficier un jeune de 20 ans sur notamment l'usage de la tablette. Parce que je sais que la PCH a été évoquée tout à l'heure, si vous pouvez en dire un petit peu plus. Il faut ouvrir un dossier auprès de la MDPH pour faire une demande de prestation de compensation du handicap. Alors ça, c'est une étape qui prend du temps. Là, en ce moment, en moyenne, on est sur 1 an d'attente. Une fois la prestation de compensation du handicap ouverte, ça peut aller relativement vite. J'ai accompagné 2-3 familles pour qui on a mis 2 mois. Et ensuite, là, ça va être à vous d'avancer les frais et la MDPH ensuite vous les rembourse à hauteur de 75%. Donc, il y a 15% de reste à charge. Mon conseil aujourd'hui, c'est démarrer. Il y a des applis gratuites qui existent et qui sont pas forcément sur un matériel hyper coûteux. Mon conseil, c'est d'essayer, voilà, avec les moyens dont vous disposez, de commencer sans acheter tout de suite un dispositif très coûteux, parce que ça Tu peut peux aller donner très les très noms cher. des applis gratuites, Pierre? Asterix Grid, par exemple, qui est l'application d'Arasac et qui est 100% gratuite et en open source, qui permet de faire des choses super. Et c'est disponible sur téléphone, sur tablette Android, sur iPad, sur écran tactile, tout ce qu'on veut. Ok. Et Si pour tu peux juste... compléter, pardon. Oui, je voulais juste compléter ce que dit Pierre là pour ce papa, je crois. L'argumentaire est très très important, hein. Ergo, orthophoniste quand c'est possible, professionnel, en fait, de tous ceux qui vont intervenir pour faciliter la communication de ce jeune homme. Voilà, donc c'est pas juste un dossier que nous remplissons parce que nous avons évalué que dans le quotidien c'était nécessaire. C'est vraiment collectivement un argumentaire voilà, collectif, j'allais dire, qui est important pour que ça passe voilà, auprès de la MDPH et pour ouvrir les droits. Et Après, je voudrais juste compléter, bon là c'est un jeune homme qui a 20 ans, mais pour les personnes qui commencent à s'insérer professionnellement, il peut y avoir aussi des aides de l'AGFIP pour avoir des outils de compensation justement. Ok, merci. Il y a une question que que quelques personnes ont likée, si je me permets de la lire. Quelles sont les évaluations qui déterminent le choix de la modalité? Les signes, les pictogrammes, etc. pour la mise en place d'une CA? Alors là, je pense que Marie-Laure aurait été plus à même de Ouais, répondre, hein, parce que Marie-Laure n'est plus là, c'est dommage. En fait, l'évaluation, alors là, déjà, ça c'est ce qui va être le plus, j'allais dire, l'évaluation, elle est globale. C'est déjà partir des intérêts, hein, voilà, des capacités. Il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Moi, je vous ai cité mon exemple personnel parce que les signes, c'était vraiment quelque chose qui captait l'attention, qui motivait mon petit garçon à communiquer, mais ça a été voilà, aussi plus tard la photo. Donc, il n'y a pas de première chose à tenter ou pas. Ah, c'est vraiment, il n'y a pas de règle en fait. Et c'est suivant les personnes. Alors bon, je pense que, et c'est collectivement qu'on évalue, hein. Je ne sais pas comment vous êtes accompagné et puis on tente, j'allais dire on tente, on se lance parce que on l'a dit, mais c'est aussi on tâtonne, hein. Enfin, c'est pas forcément tout de suite du premier coup ou en 15 jours. Voilà, on suit, on réévalue. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bon, il y a pas Marie-Laure n'est pas là malheureusement, mais il n'y a pas de règle en soi. Vraiment. pour compléter ce que dit Florence, aujourd'hui, on parle à un enfant sans attendre qu'il nous réponde. Et on se dit pas, voilà, j'ai pas fait l'évaluation de son langage avant de pouvoir lui parler. Donc plutôt de partir sur une vision un peu dès le départ tronquée. Et en plus, j'ai envie de dire, s'il n'en est pas là, quand est-ce qu'il y sera? Donc on est sur de la présomption de compétences. Et on va modéliser, on va montrer à l'enfant, alors par des signes, par des TLA, par ce qui est le plus simple pour vous, en fait. Merci beaucoup. On prend une autre question? Oui, je vois que vous êtes encore près de 70 connectés. Il y a quelqu'un qui parle du format BD.
pour savoir si ça peut être aussi un moyen de communiquer, voilà, ou pour raconter sa journée. Je résume, hein, Tom Lee, Oui, oui. voilà. Très bonne remarque. Oui, oui, BD, des dessins, enfin voilà, c'est absolument tous les moyens qu'on peut avoir à disposition en fait. Absolument tous. Quelqu'un demande si il est préférable de démarrer par un outil ou bien d'essayer plusieurs modalités en même temps. Je crois qu'il y a C'est un pas peu complémentaire à ce que disait Pierre. Voilà, c'est difficile à dire. Ça dépend de l'enfant ou de l'adulte, j'allais dire. Voilà, peut-être un outil, oui, je dirais spontanément comme ça. Bien sûr que c'est mieux d'essayer, si c'est de pouvoir acculturer à une façon de, mais Alors, moi, je pense que c'est plus sur la banque d'images qu'il faudra être vigilant. Après, tous les outils fonctionnent de la même manière. On les pointe pendant qu'on les verbalise. Un TALA ou un tableau de communication va marcher de la même manière qu'une tablette numérique. C'est juste que sur la tablette, il y aura en plus le son dessus. Mais sinon, le fonctionnement reste le même. Et puis rappelez-vous ce qu'a dit cette maman, hein, la persévérance en fait, hein. La persévérance, donc évidemment, on ne va pas changer tous les jours, hein, il faut être constant et persévérer, oui. Donc, Le plus stratégique, et c'est ce que je dis souvent aux professionnels, c'est se créer des opportunités de communication où on est bien, où on est à l'aise, où on a envie de discuter, où on a un sujet. Et la BD, par exemple, peut être une super opportunité de communication. On a une BD, et puis on a un autre outil de communication qu'on vient pointer pour renforcer l'expression et la réception de ce qu'on dit pour la personne à qui on lit la BD. Merci. Est-ce qu'il existe des formations pour les parents aidants au TD Snap? Voilà, moi, ça ne me parle pas, mais peut-être que ça vous parle. Alors, alors Marie-Laure aurait... Pardon. Ouais, pardon, juste, si ce sont des parents qui sont accompagnés par la DPLA, il faut savoir que les référents numériques, quand l'outil est choisi, interviennent avec justement les familles, les aidants, en plus d'intervenir avec les professionnels et avec les personnes qui vont utiliser cet outil, hein. C'est vraiment un travail, hein, de réseau là qui se met en place directement. En Oui. dehors, En dehors, je ne sais pas. En tout cas, en ce moment, se met en place, c'est des petits ateliers de guidance parentale, donc avec plusieurs parents qui utilisent un ou différents outils de CA. Et comme on l'a vu précédemment, la CA, ça passe nécessairement par la connaissance, par le partenaire de communication de l'outil de CA. Merci. Il y a quelqu'un qui parle de l'équipe mobile appui ressources de la CAA qui est créée dans des départements. Je ne sais pas s'il y en a en Loire-Atlantique. Est-ce que vous avez connaissance de cette équipe mobile appui ressources? Ça va venir, je crois. Enfin, voilà, c'est effectivement la CA, c'est un sujet, le besoin de soutien, notamment aux établissements médico-sociaux, voilà, qui est quelque chose d'évident et en tout cas ça va se structurer au niveau du département. Oui, c'est vrai. C'est encore pas encore opérationnel, mais ça va venir. Oui. Ok, et ben on va s'arrêter là. Juste Pierre, si tu peux répondre, parce que les gens redemandent le nom de la version gratuite de l'outil. Si tu Oui. peux juste le noter pour que les personnes présentes Dans le l'aient commentaire. dans la conversation, voilà, dans questions-réponses. Tu verras qu'il y a cette question dans le Q&R pour le redonner. Et ben merci à tous. Ça fait 1h05 que l'on est ensemble. J'espère que ce premier webinaire vous a plu. Voilà, c'était le premier webinaire de la DAPELA. Nous avons un autre webinaire de prévu au mois de novembre, lors de la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, sur l'accompagnement de notre service Passerelle pour l'emploi pour les adultes ou jeunes adultes et adultes dans l'emploi. Ben, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.